Une nouvelle semaine et donc une nouvelle chronique. Salut à toi, bienvenue sur Chronique Imo. Moi c'est Mathieu et aujourd'hui on va faire une chronique sur les SCPI. Donc j'ai pas mal de petites informations à te communiquer sur cette classe d'actifs et j'avais envie d'en parler parce que je me suis en fait posé très longtemps la question si je devais m'exposer sur les SCPI. Au final, spoiler alerte, c'est quelque chose que j'ai pas fait. Et aujourd'hui, presque 4 ans après m'être posé la question et avoir décidé de ne pas le faire, ben, j'ai quand même suivi l'actif sur ces différents cours et j'ai regardé un petit peu ce que ça a donné au niveau performance et aussi au niveau enrichissement pour l'investisseur. Et du coup, j'avais envie d'en parler dans cette nouvelle chronique. Mais avant ça, on va faire un petit point sur les écoutes et sur les retours des abonnés du podcast, notamment sur la partie Spotify. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur Spotify parce que il y a une nouvelle fonctionnalité sur Spotify, enfin qui n'est pas si nouvelle que ça, elle a plusieurs mois, qui s'appelle questions et réponses automatiques. Et donc du coup, à chaque fois que je fais un épisode, j'essaye de caler la petite question qu'avez-vous pensé de cet épisode ou une autre question plus en accord avec le détail de l'épisode. Et ça, c'est uniquement possible sur Spotify, tu vois, tu peux pas le faire sur Apple Podcast, malheureusement, c'est dommage parce que la plupart des écoutes, en fait, c'est très. Apple Podcast est numéro un de toutes mes écoutes. Et en numéro 2, j'ai Spotify, où il y a un très grand nombre d'écoutes aussi. Donc, c'est dans le classement numéro 2. Et ensuite, juste derrière, c'est Google Podcast. Donc, et après, plus loin derrière, il y a Deezer. Amazon Music, etc. Bon, bref, il y a toutes les plateformes. Mais en numéro 2, j'ai Spotify et j'avais jamais fait de point sur les écoutes, les abonnés, etc. Donc en fait, c'est divisé un peu bizarrement, c'est pas très facile à comprendre, mais en gros, depuis le lancement du podcast, donc il y a une saison et demie, il y a eu un peu plus de 8000 écoutes comment ça s'appelle, sur Spotify, un peu plus de 8000 écoutes, et les auditeurs. Donc en fait, et je sais pas comment ils font, ils comptabilisent les abonnés et les auditeurs de manière différente. Donc des abonnés, donc ça veut dire des gens qui ont mis Chronique Imo en favori. Donc je sais pas s'il y a une étoile ou un cœur, et donc du coup qui ont cliqué pour recevoir la notification à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode. On n'est que 322, ce qui est très étonnant, comparé au nombre d'auditeurs mensuels, parce qu'il s'élève à plus de 1100 le nombre d'auditeurs mensuels. Donc du coup, ça veut dire que ben, il y en a euh, très régulièrement, tous les mois, il y a 1100 personnes environ, peut-être même un peu plus, qui écoutent les épisodes, mais il y en a que 322 qui ont cliqué sur. Alors, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est une cloche? Est-ce que c'est un cœur ou quoi? Mais en tout cas, voilà. Il y a moins d'abonnés que d'auditeurs réguliers. À savoir que oui, en fait, ils prennent en compte que les auditeurs réguliers. Donc ça veut dire que quelqu'un qui va faire une écoute que de quelques secondes, je crois qu'elle n'est pas comptabilisée. Il y a une question de durée c'est une sorte de taux d'engagement en fait dans l'écoute en question. Mais c'est pas très important au final. Moi, ça me fait plaisir que tu écoutes ces épisodes et j'espère que ça peut t'apporter de la valeur d'une manière ou d'une autre. En tout cas, moi, j'essaie de partager sur certains sujets. Je prétends pas être expert dans tout, ni même expert tout court, mais en tout cas, j'ai développé une certaine expertise sur certaines choses et j'ai à cœur de vouloir les partager avec toi et de répondre à tes questions quand je peux. Très gentiment, certains d'entre vous me font des feedbacks. Donc du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous lire quelques-uns des feedbacks que j'ai reçus sur cette question, la fameuse question, qu'avez-vous pensé de cet épisode, qui se met en automatique sur chaque nouvel épisode maintenant sur Spotify. Et je peux même la modifier, changer un petit peu le sujet de la question. Et donc je voulais vous en lire quelques-unes. Alors on va commencer par un épisode assez récent, puisqu'il date de 2 semaines, je crois. C'est l'épisode SCI du futur versus LMNP des familles. Donc c'était le fameux sujet, est-ce que il faut mettre en concurrence le véhicule d'investissement de la LCI, de la SCI versus le LMNP, donc en nom propre. Et on a Med Baya qui nous fait un. Donc c'est Mehdi, je crois. Mehdi qui nous fait un retour qui dit un des podcasts les plus rentables. Ben, merci beaucoup Mehdi, ça fait plaisir. Je sais pas si il est rentable en termes
en termes pécuniers, mais en tout cas, j'espère que ça peut faire gagner du temps à ceux qui se posent la question de la SCI versus le LMNP. Et si tu veux en savoir plus, bah, je t'invite à aller écouter cet épisode. Ensuite, on a sur l'épisode changement de vie radical et liberté grâce à l'IMO locatif. Si je ne m'abuse, ça c'était l'épisode avec Sophie de Freedom Sophie. Sauf erreur de ma part, c'était l'épisode qu'on a fait ensemble qui était effectivement très inspirant. Et là, on n'a pas le nom de la personne, c'est un nom, c'est un pseudo très compliqué à lire, donc je vais pas m'y aventurer. Mais la personne a juste écrit très inspirant. Eh ben écoute, je suis assez d'accord avec toi. J'ai reçu énormément de retours sur cet épisode. Et sur l'année 2023, c'est l'épisode qui a obtenu le plus d'écoute. Donc il a vraiment pumpé. Je pense que Sophie, elle a réussi, dans ce qu'elle nous partage dans son épisode, c'est ce qu'elle nous dit, elle a réussi à allier l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que elle, l'immobilier pour elle, c'est un moyen de s'acheter sa liberté. Et en plus, vraiment un kiff pour elle, aussi bien dans la rénovation que dans la recherche de modes d'exploitation un peu innovants, un peu kiffants. Tu vois, elle a un côté très artistique, Sophie, elle est très, elle a de la, comment dire, elle est créative et elle nous le partage bien dans cet épisode. Changement de vie radical et liberté grâce à l'IMO locatif. Je t'invite à aller écouter cet épisode. Toujours sur Spotify, on a un feedback de Aurore sur 9 interdictions que les locataires font quand même. Ça, c'est un épisode qui a 2 ou 3 mois. Et Aurore, elle nous dit je suis complètement d'accord avec toi par rapport aux entreprises qui n'informent pas leurs clients des conditions particulières par rapport à leurs activités. Je pense aux demandes de DP par exemple. Et oui, forcément. Il y a des choses que tu peux pas faire sans faire une demande de DP. Donc, je me rappelle plus le contexte, mais dans cet épisode, je prends 9 interdictions euh, et les locataires font quand même, malgré le fait que ça soit interdit. Et dans la même veine, il y a effectivement ces entreprises qui acceptent de faire des travaux sans te dire qu'au préalable, toi, en tant que propriétaire, tu as l'obligation de déposer une demande préalable. D'ailleurs, ça s'appelle comme ça, DP pour demande préalable. Et non pas de dépôt de permis, comme on me l'a dit il n'y a pas très longtemps sur Insta. Ne pas confondre un dépôt de permis et une demande préalable, hein. C'est deux choses différentes. Et Aurore qui est complètement d'accord. En plus, Aurore qui est dans la partie, elle connaît bien ce genre de choses. Merci à toi d'être une fidèle auditrice. D'ailleurs, Aurore, je t'embrasse à travers ce micro. Dans un autre épisode, à savoir découvrir le monde et vivre ses rêves grâce à l'immobilier locatif. Euh, un épisode très inspirant, enfin en tout cas moi qui m'avait fait vraiment kiffer à enregistrer. Un couple, de Poitevin qui peuvent faire le tour du monde avec leurs enfants et à la simple force de la volonté et de l'audace. Je vous invite à 1000% à aller écouter cet épisode. C'est un épisode que j'ai pris beaucoup de plaisir aussi bien à enregistrer qu'à réécouter plus tard. Et effectivement, plein de gros learning mindset dans cet épisode. J'ai adoré le faire. Épisode plus, nous dit Delph. Je pense que c'est Delphine, sauf erreur de ma part. Épisode plus, où j'ai enfin pu m'identifier. Nous, 50 ans tous les deux, cette année, et rentré après 1 an et demi au Canada. On prend aussi les choses à l'envers, alors ce genre de témoignage, c'est top. Bah écoute, Delph, tu m'envoies ravir. Merci pour ton feedback, merci pour ton retour. Je suis assez d'accord. Il n'y a pas de vérité quand il s'agit de parler du parcours d'un investisseur, d'un entrepreneur, peu importe. Mais surtout quand il s'agit d'immobilier. Donc n'importe qui normalement devrait s'identifier. C'est juste que bah, des fois on a l'impression que c'est très lisse et qu'il faut être très jeune avec des gros salaires pour pouvoir se constituer un patrimoine. Mais en fait c'est pas du tout le cas. C'est toi qui m'écoutes et que tu as 40 berges et que tu as acheté ta résidence principale et que tu as 3 enfants à gérer, eh ben, c'est quand même ok. Et tu peux le faire quand même.
Et si toi, tu as, je sais pas moi, 22 ans, un tout petit salaire, tu as un crédit étudiant sur le dos et que tu dois t'acheter ta première voiture et payer ton loyer, c'est aussi OK. Tu peux aussi le faire. Tu dois pouvoir t'identifier sur certains épisodes. En tout cas, voilà, moi je pense que l'immobilier, c'est universel et je suis bien d'accord avec toi. On peut prendre les choses à l'envers à un moment donné. Allez, on continue sur l'épisode Les cheminées qui détruisent mon plancher. La cheminée qui a détruit mon plancher, pour être très exact. Merci pour cet épisode très instructif, nous dit euh, Orwam Glock 6. Ah, donc, désolé pour. J'ai dû écorcher ton pseudo, désolé. On a un message de Marina Lapère qui nous dit très sympa, c'est sur l'épisode Créer la première communauté de femmes investisseuses grâce à l'immobilier. Épisode très très cool, avec plein de learning très inspirant, avec avec l'équipe de choc de Investir comme elle. Donc je vous invite à aller écouter cet épisode qui date maintenant, qui était sur la saison 1, mais qui était très chouette. J'ai adoré le, le partager avec vous. En fait, il y a un truc qui est cool qu'on apprend dans cet épisode, c'est que le premier achat immobilier, enfin c'est un des learnings, il n'a pas besoin d'être parfait. Il n'a pas besoin d'être. C'est pas besoin. C'est pas forcément un immeuble de rapport avec 5 appartements, tous ultra rentables, tu vois. Et notamment, Corinne, l'une des deux associées de Investir comme elle, nous explique comment elle est tombée dans l'immobilier, notamment en achetant un Pinel avec un effort d'épargne, etc. En tout début de carrière, alors qu'elle n'était pas du tout destinée à faire de l'immobilier plus tard ou quoi. Donc du coup, elle a fait ça, et avec le recul, ben, ça s'avère être un très bon investissement dans une très bonne région qui a pris beaucoup de valeur, etc. Et après, elle a fait tout un tas d'autres trucs comme des colocations, des opérations de marchand de biens, etc. Mais donc du coup, le learning, c'est que voilà, voilà, il y a certains actifs qui ont mauvaise presse, ok. Et souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais à travers ce message, j'ai envie de te dire que voilà, tu peux, enfin, rien n'est rédhibitoire. Et c'est pas parce que tu fais un mauvais choix que c'est un choix. En fait, lisser sur le long terme, c'est ça que je veux dire. Lisser sur le temps, des fois, un mauvais choix peut devenir un mauvais actif peut devenir un bon actif parce que le temps va venir effacer le surcoût de cet actif. Je sais pas si je suis très clair. Ou alors le temps va peut-être amener une opportunité qui va transformer ce mauvais actif en un bon actif, ou en tout cas un moins mauvais actif. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je voulais présenter la chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a sous l'épisode Session d'1 heure avec le psychologue investisseur Kevin. Et là, on a Anaïs Roussel qui nous dit quel épisode inspirant et enrichissant. Merci pour tous les tips. Ben, merci à toi, Anaïs, d'être une fidèle auditrice. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ça. Et effectivement, Kevin qui nous avait régalé, qui a été un petit peu profondément dans la psychologie de l'investisseur et de comment, en fait, lui, il est arrivé à mêler son côté psy à l'investissement immobilier. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un peu, c'est pas péjoratif, mais c'est un gros raccourci que j'ai pris en disant ça. Je pense que le mieux, c'est que tu as écouté l'épisode. Il est vraiment trop cool, Kevin. Moi, c'est un mec que j'adore. Donc, je t'invite à aller écouter cet épisode qu'on a fait ensemble. C'était sur la saison 1. Et pour terminer, on va finir avec Marina, encore Marina, qui nous dit très sympa, Marina Lapère. C'est sous l'épisode Créer la première communauté de femmes. Ah non, je crois que je l'ai dit celui-là. Ah oui, je l'ai déjà dit. Ah bah voilà, bah, je me répète. Voilà, donc c'était tout pour les feedbacks sous les épisodes que je peux partager sur Spotify. Je sais pas, toi, si tu écoutes sur Spotify, sur Apple ou un autre, n'hésite pas sur ta plateforme de podcast préférée à venir me parler. Je sais pas s'il y a la possibilité d'écrire des commentaires ou en tout cas de t'abonner, de mettre des étoiles, si possible 5 étoiles, évidemment, tu le sais, c'est ce qui nous fait remonter dans les charts des podcasts. Et on va pouvoir passer dès à présent à l'épisode du jour, puisque ça fait quand même un petit moment qu'on discute, qu'on papote. Et là, je vais te parler
des SCPI. Donc en fait, euh, comment dire, aujourd'hui, en tout cas la semaine où j'enregistre cet épisode, on nous a parlé dans les gros titres de l'actualité de la dégringolade des modèles des SCPI. Et en fait, on parle bien d'un marché hein, qui s'effondre un petit peu et quand même un petit peu beaucoup, puisqu'on parle de quasiment moins 15% lycée sur ces 6 derniers mois. Et vu qu'il était déjà pas bien haut, ce modèle, bah, je me suis dit que c'était le bon moment pour te donner mon point de vue sur la chose. Et comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je me suis pas positionné sur les SCPI. Et Dieu sait que ça a été dur de résister aux sirènes parce que bah, j'avais évidemment des gens dans mon entourage qui s'étaient exposés, soit en direct, soit à travers leur banque, soit à travers même, il y a la possibilité de le faire, détenir des parts de SCPI dans une assurance vie. Donc c'était aussi le cas pour certains de mes compères investisseurs. Et ça m'a tâté longtemps et au final je ne l'ai pas fait et je vais expliquer un petit peu pourquoi dans cet épisode. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a environ 200 SCPI qui gèrent de l'immobilier. Donc la SCPI c'est Société Civile de Placement Immobilier. Et c'est un produit très liquide en fait. Il faut savoir que ça, c'est un peu le fourre-tout facile pour un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine. Donc pour lui, c'est un peu le truc facile à partir du moment où tu as un peu de l'argent de côté, un peu de revenus. Il dit oulala, mais attendez, faites pas ça, le gardez pas sur vos comptes, c'est pas bien. Achetez de l'immobilier papier. C'est comme ça qu'il te le présente généralement. Et donc en gros, la promesse, c'est faites de l'immobilier, mais sans avoir les problèmes de gestion de l'immobilier. Tu vois, c'est un peu la promesse facile qui est pas fausse. Tu vois, donc on peut pas dire que c'est du bullshit, c'est vrai, c'est détenir de l'immobilier, mais en fait tu détiens pas vraiment et je vais expliquer pourquoi. Donc tu vas absolument rien faire, hein. Toi tu vas juste souscrire aux parts de SCPI, mais la vérité sur ça, c'est que tu vas pas détenir le bien immobilier, tu vas détenir des parts d'un fonds de gestion, et ce fonds de gestion, lui, va acheter des biens immobiliers. Donc en fait, la problématique de ça, c'est que toi, tu détiens des parts d'un actif qui est en réalité une société. Et devine quoi? Quand on a une société, ben, les gains ne sont pas forcément assurés, voire même pas du tout. D'ailleurs, n'importe quel chef d'entreprise te le dira. Euh, si tu acceptes d'être chef d'entreprise et que tu ne te sors pas les doigts, eh ben, si tu n'as pas fait d'argent à la fin du mois, ou s'il y a eu un problème sur le marché qui a fait que bah, ton business s'effondre, ben, tu gagnes pas d'argent, quoi. Tu vois, ton capital est pas du tout assuré quand il est dans une société. Alors tu vas me dire, oui Mathieu, mais c'est pareil en immobilier. Ben non, c'est pas vraiment pareil, parce que si jamais tu n'arrives pas à louer et à tirer des rendements de ton immobilier, bon bah tu t'en sépares, tu l'arbitres et tu le revends. Donc c'est beaucoup plus... enfin c'est différent, tu as un titre de propriété. Tu vois, t'achètes pas le papier, t'achètes pas un bout de papier qui définit ton tantième de part dans la société. Et donc pour moi, ça c'est le premier point important quand même pour bien comprendre le fonctionnement. Ensuite, le prix de la part dans les SCPI, euh, il descend depuis plusieurs mois. Donc en fait, je crois qu'on a eu des premières alertes début 2022 avec notamment un fonds énorme en Chine et puis ensuite aux États-Unis qui s'est un peu cassé la gueule, qui n'avait pas suffisamment de cash de dispo pour rembourser la dette. Et donc du coup, on a commencé à avoir une dépréciation du prix de la part sur une SCPI. Et ensuite, il y a eu un petit effet cascade qui fait que ben, le marché s'est retourné, euh, l'inflation a augmenté. Tu vois, l'impact en fait du ralentissement du marché et l'augmentation des taux, bah, ça va prendre plusieurs mois à se transférer sur ce type d'actifs, sur cette classe d'actifs. Et donc c'est pour ça qu'entre le moment où on a une inflation, que nous on la ressent en direct, parce que nous les particuliers, on paye cash, hein. Il y a une inflation, donc du jour au lendemain, la plaquette de beurre, si elle était à 2,15 €, du jour au lendemain, elle est à 2,75 € ou à 3,20 €, tu vois. Donc nous, on ressent direct. Sauf que sur cette classe d'actifs, étant donné que c'est un marché qui est plus lent, tu vois, c'est pas des produits de consommation, pas des produits primaires, eh ben, le temps que ce ralentissement se transfère dans la classe d'actifs, bah, des fois, tu as 6 mois qui passent.
Et donc c'est pour ça qu'en fait, entre le début des échos et le moment où vraiment le- les fonds qui gèrent les SCPI s'est mis un peu à chouiner et à dire bon bah on va revoir le prix de la part. Donc du coup, si par exemple tu avais payé ta part 5 euros et que bah, je te dis des conneries parce que là ça commence à 100 ou 150 euros, je crois, les parts hein, de SCPI. Admettons, tu l'as payé 150 euros et qu'ils disent bon bah maintenant ça on va le mettre à 137 euros. Bah tu vois, tout de suite, tu as perdu tes 10% en fait. Tu as perdu 10% sur ta classe d'actifs. Donc, j'ai pas fait le calcul, hein, je sais pas si 137, 150, 10%, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Si tu rêves de construire un patrimoine immo, mais que tu ne supportes pas la contrainte, si tu as toujours une bonne excuse pour repousser ton passage à l'action, ou encore si tu veux bien recevoir de l'aide, mais jamais renvoyer l'ascenseur. Alors dans ce cas, tu n'es pas le bienvenu dans le CID, le club des investisseurs d'Ether. Pour tous les autres, rendez-vous sur le lien en description pour tous se tirer vers le haut. Allez, on reprend là où on en était. Mais en tout cas, pour dire que Amundi, qui est quand même le plus gros gestionnaire d'actifs en SCPI, se met à chouiner et dégringole sur trois de ses plus grosses SCPI, ça, vraiment, ça fait peur parce que ça, c'est comme si en fait, c'est un des piliers fondateurs de ce marché, hein. Amundi, c'est 9 milliards à peu près, un peu plus de 9,1 milliards d'actifs immobiliers gérés, et sur un marché global qui est de 93 et quelques milliards, 93 milliards divisé en 200 sociétés. D'accord? Donc tu as 200 piliers, mais tu en as un parmi parmi eux, c'est un pilier, c'est le plus gros en fait. C'est le pilier le plus large, celui qui soutient une des parties les plus lourdes du marché. Et ce pilier-là, il détient à l'intérieur les fameuses SCPI si connues par tout le monde. Donc il y a Rivoli Avenir Patrimoine, il y a Génépierre et il y a Edissimo. Voilà, donc Rivoli, je pense que tout le monde en a entendu parler. Génépierre et Rivoli, en fait, c'est les deux derniers à avoir flanché. Et le premier, c'était Edissimo. Donc là, Edissimo, juste pour te le dire, c'est moins 13,92%. Donc ça, c'est ce qui est perdu. Donc tu as acheté ta part 100 euros. Aujourd'hui, elle vaut 100 euros moins 13,92%. Rivoli, c'est moins 12,41%. Rivoli Patrimoine. Et Génépierre, c'est moins 17,04%. Donc là, je peux te dire que quand tu commences à faire moins 17%, bah, tu chouines. Alors évidemment, tout de suite, les plus optimistes me diront oui, d'accord, mais en fait, les SCPI, c'est du long terme. Donc du coup, moins 17%, c'est OK parce que le marché va se retourner, ça va reprendre. Et lissé sur les années, on va remonter tout doucement. Sauf que euh, tu, généralement, tu perds beaucoup plus vite que ce que tu gagnes. Et moi, je peux te dire qu'entre le moment où tu as perdu moins 17 et le moment où tu vas faire plus 17, c'est-à-dire que les moins 17, tu les as perdus en 6 mois parce que le marché s'est retourné, il y a de l'inflation et l'immobilier en fait a perdu, c'est lui qui a perdu sa valeur. Sauf que l'inflation elle va pas s'arrêter tout de suite. Et quand même, tant bien même que tu vas remonter, c'est-à-dire que cette classe d'actifs va reprendre de la valeur sur son marché, je ne sais pas moi si dans Génie-Pierre, il y a beaucoup de résidentiels, beaucoup de locaux commerciaux, et généralement il y a essentiellement des locaux commerciaux, je te rassure tout de suite là-dessus. Ça ne veut pas dire forcément que des bureaux, ça peut être aussi des industries, ça peut être plein de choses, voilà. Des ports, voilà, ça existe aussi, hein, des SCPI qui détiennent des ports, de plaisance ou de pêche, peu importe. Mais tout ça pour te dire, euh, entre le moment, en fait, tu perds 17 points en 6 mois, mais par contre, pour reprendre 17 points et voire même surpasser l'actif pour faire mieux, il va t'en falloir des années, hein. Déjà, si sur 10 ans, tu arrives à les récupérer, tes 17 points, t'es chanceux, tu vois. T'es chanceux. En tout cas, moi qui suis exposé depuis un peu plus de 10 ans en immobilier locatif, je peux t'assurer que rares sont les endroits où tu as pris 17 points sur du résidentiel. Tu vois ce que je veux te dire? Donc évidemment, on pourrait me challenger sur cette façon de voir les choses, mais la vérité, c'est que c'est un marché qui est très lent pour prendre de la valeur. Mais par contre, quand il en perd, tu prends une claque, quoi. En tout cas, euh, force est de constater que moins 17 points sur Génépierre, ça fait mal aux fesses, hein. C'est difficile de s'asseoir après ça. Donc pourquoi moi j'en fais pas? Je vais rentrer parce que du coup, cet épisode prend une tournure un petit peu négative vis-à-vis des SCPI.
En tout cas, tu l'as compris, je ne me suis pas positionné. Mais je vais te dire pourquoi je ne l'ai pas fait. Déjà, le premier point, c'est que c'est de la pierre papier. Je te l'ai dit tout à l'heure, tu possèdes pas tu possèdes des parts d'une société. Mais cette société qui fait des financements, t'as un levier, du coup, qui est le financement bancaire pour acquérir les biens. Ça leur permet euh, de le faire avec les fonds de la banque. Bah, toi, vu que tu détiens une part de société et que l'acte de propriété ne t'appartient pas, tu n'apparais nulle part en fait sur l'acte de propriété. Sur l'acte de propriété, il y a écrit Amundi, tu vois. Amundi, Rivoli, Avenir, Patrimoine. Il y a écrit ça là-dessus. Eh ben, ça veut dire que sur l'hypothèque qu'il y a dessus, toi, en tout cas, l'entreprise de gestion qu'il y a sur l'hypothèque, peut-être qu'elle arrive je sais pas, en tout dernier. Donc ça veut dire que les derniers à récupérer de l'argent, ça sera certainement toi et les autres, si jamais la société elle coule, ou si jamais il y a vraiment plus d'argent, toi tu auras Walou quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Tu récupéreras pas tes 150 euros par part en fait, c'est ça que je veux te dire. C'est impossible. Donc en fait, il n'y a pas de titre de propriété et ça c'est très, c'est comment dire? C'est pas rassurant parce que du coup tu prends tous les risques sans vraiment prendre les avantages. Parce que en vrai de vrai, même si tu sors de cette classe d'actifs au bout de 10 ans, en moyenne à 4 et quelques, 4-5% brut, aujourd'hui tu as plus performant et plus simple que d'aller chercher des SCPI. Ensuite, tu n'as pas de pouvoir sur ta rentabilité. Ce que je veux dire par là, c'est que t'as pas le pouvoir de dire, ok, bon bah là, cette classe d'actifs, c'était des locaux commerciaux. On n'arrive pas à remplir parce que crise du Covid, beaucoup de télétravail et plus beaucoup d'entreprises candidates pour le louer à ce prix-là. Bon ben ok, on engage des travaux, on transforme le lieu en appartement. Voilà, on fait des appartements, ou on fait un coworking ou je sais pas quoi et on trouvera un meilleur locataire dans le cadre d'une entreprise, ou alors on fait des appartements et on change la destination. Mais sauf que les SCPI, elles n'ont pas le pouvoir de faire ça. Leur pouvoir, il est limité. Il y a tellement de biens en gestion tu sais, dans une SCPI, t'as pas 2000 employés. Hein. T'as beau avoir des milliards d'immobilier, t'as pas 2000 employés pour gérer ces milliards d'immobilier. Pas du tout. C'est effectif réduit et c'est la théorie des petits pas, quoi, tu vois. Donc on en fait un tout petit peu chaque jour à 4-5 personnes pour gérer les actifs. Donc un problème après l'autre. Et la liste, elle est longue. Donc par exemple, tu peux avoir une carence locative, une vacance locative, pardon, une carence locative. Bon, ça marche aussi. Une vacance locative très longue sur certains locaux, tout simplement parce que ben, tu es pas tout en haut de la liste, tu fais pas partie des priorités, des choses à traiter. Et vu que voilà, on va pas non plus payer 2000 personnes parce que sinon on serait pas rentable sur la SCPI à sortir des salaires à tout le monde, tu vois ce que je veux te dire. Donc à vouloir tout mettre dans un seul sac, en fait, à faire un panier de crabes et à mettre un petit peu tout là-dedans, ben, on arrive à un actif qui est euh, comment dire géré un peu au compte-gouttes et quand il y a comment dire, quand il y a des choix à faire, ça peut prendre du temps. Et donc, notamment sur le pouvoir que tu as sur. Par exemple, je te dis des bêtises, un immeuble en résidentiel, si vraiment le marché se casse la gueule, et que tu es un immeuble en résidentiel à Marseille, comme je sais que Amundi détient Avenue de la Libération à Marseille, des immeubles haussmanniens, bah ça, tu vois, il pourrait très bien, à chaque fois qu'il y a un départ de locataire, le mettre en location de courte durée. Voilà, tout simplement. Ou alors il le loue avec une garantie de loyer à, euh, à des gestionnaires en location de courte durée. Je peux dire que là, ça serait le taux d'occupation à Marseille, avenue de la Libération à côté du Vieux-Port. Bon, bah, t'es à 90%, tu vois, de taux d'occupation. Voilà, sans prendre aucun risque. Donc, voilà, tout ça pour dire que t'as pas de pouvoir là-dessus. Et en plus de ça, t'as des frais, un autre point qui est important, tu as des frais d'entrée qui sont hyper élevés. Alors, attention à toujours les sirènes, parce que quand on te dit, des fois, t'as pas de frais d'entrée. On te dit, ouais, il n'y a pas de frais d'entrée, c'est gratuit, tu rentres, t'as pas de frais. Oui, mais derrière, tu as des frais de gestion. Donc, tu as soit l'un, soit l'autre, et des fois, tu as même les deux. Tu as des frais d'entrée, à environ 10%, plus des frais de gestion. Donc là, ça pique les fesses, et tout en, tout en mettant en avant que les frais d'entrée sont bizarrement payés tout le temps qu'à la sortie. Je t'explique le mécanisme. En gros, on te dit, vous rentrez, la part, elle est à 150 euros, et il y a 10% de frais
ou 10, 12 des fois même, hein. Les frais sont assez élevés, hein, pour les SCPI. Donc 10%, ça veut dire qu'en fait, il y a 15 euros. Déjà, à partir du moment où tu mets 150 balles, déjà tu perds 15 balles, direct. Et ce qui est le mécanisme un petit peu foireux des SCPI, pour certaines, pour la plupart d'ailleurs, c'est qu'on te fait payer les frais d'entrée qu'à la sortie. Pourquoi on n'appelle pas ça des frais de sortie directement? Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça, c'est vachement bullshit, parce qu'on te dit, ouais, il y a 10% de frais d'entrée, mais vous les payez à la sortie sur le prix de la part à la sortie. Donc quand bien même, tu vois, c'est punitif. Quand bien même tu fais du bénéfice, quand bien même la valeur de ta part augmente, imagine tu as acheté 150. Je te dis, c'est 10%, donc 15 euros. Très bien. Sauf que quand tu vas sortir, si même tu as fait du bénéfice et que ta part elle est plus à 150, elle est à 200, mais au lieu de payer 15 euros, tu vois, tu vas payer 20 euros. C'est abusé quand même. Donc en fait, les frais d'entrée ne sont payables qu'à la sortie et tu sais jamais combien ça va te coûter, parce que ça va te coûter sur le prix final, sur le prix de sortie. Voilà. Plus, entre-temps, les frais de gestion, ça veut dire que tous les ans, s'ils te font une promesse à 6%, mais en fait, en réalité, tu seras peut-être qu'à 4,5% parce que tu as 1,5% de frais de gestion annuels qui part dans la poche du gestionnaire, tout simplement, pour payer les fameux salaires. En fait, il y a un point que moi j'ai compris vite fait, c'est que c'est un mauvais moyen de se diversifier. En réalité, si tu veux te diversifier, à 4,53% de rentabilité moyenne en 2022, tu vois, donc là on est en 2023 quand je te dis ça, mais c'est en 2022 on a les chiffres de l'année dernière, hein, tout simplement. Donc 4,53 de rentabilité, c'est moins bien que la moyenne des actifs immobiliers, de l'immobilier locatif en France. Donc même quelqu'un qui n'est pas expert de l'immobilier locatif et qui ne va pas faire des folies, ils sont aux alentours de 6%. La moyenne française de rentabilité en immobilier locatif, c'est 6%. Et donc là, en SCPI, ah oui, c'est sûr que bah, tu n'as pas la gestion, mais tu le payes en fait. Tu le payes au centuple, parce que tu le payes en fameux frais d'entrée, aka frais de sortie, plus frais de gestion. Donc en fait, en réalité, tu payes plus cher. Donc c'est un mauvais moyen de se diversifier. C'est pas avec 4,53% que tu vas te payer un jacuzzi, hein. Ah, loin de là, hein. C'est pas lui qui va te payer ton jacuzzi dans ta résidence secondaire. Loin de là. Du coup, avec une mauvaise rentabilité euh, qui est officielle, enfin je veux dire, qu'on arrête de me dire que c'est bien 4,53, c'est du brut, hein. Bon, imaginons même si c'était du net. Franchement, est-ce que c'est bien 4,53 net? Je ne pense pas. Dans ce cas-là, si tu as de l'argent à mettre dans quelque chose où tu veux pas mettre de gestion, tu veux pas faire de gestion, je suis pas conseiller bancaire, je suis pas CGP et je me le revendique pas, mais autant que tu ailles mettre de l'argent dans des ETF. Tu vois? Les ETF, c'est un peu la même chose, sauf que c'est des entreprises. Et sauf que les entreprises, elles se contentent pas de 4,53% de, de renta, tu vois? Parce que sinon, ils mettent tous la clé sous la porte, hein. Une fois que tu as payé les salaires, il n'y a plus rien. Donc non, donc autant les mettre dans des ETF, par exemple, tu choisis un ETF comme toujours chez Amundi ou un autre, peu importe, mais un ETF monde sur, je sais pas moi, les 1000 meilleures entreprises monde ou l'ETF ou le SP500 par exemple, les meilleures entreprises américaines, et tu te mets, je sais pas moi, 100 euros. Si tu as 150 euros à mettre sur des SCPI tous les mois, pour faire un système de DCA, tu sais, le dollar cost average, donc tous les mois tu mets la même somme le même jour pour que glisser sur l'année, bah, tu sois toujours gagnant. C'est comme ça qu'on bat le marché, hein. C'est en étant régulier, c'est en mettant pas beaucoup d'argent, mais au moins autant tous les mois, de manière régulière. Parce que, voilà, c'est prouvé, le DCA, il est gagnant sur le long terme, voire même sur le moyen terme. Donc au lieu de te taper des SCPI, et moi c'est ce que j'ai compris, du coup quand j'ai choisi il y a 4 ans de ne pas mettre de l'argent, 4-5 ans, sur des SCPI, ben, je me suis rabattu sur les ETF. Et donc non, évidemment, spoiler alert, je ne fais pas des millions avec les ETF, mais au moins je suis gagnant, je suis dans le vert. Tous les ETF dans lesquels j'ai mis de l'argent, et pour lesquels je continue à en mettre tous les mois, je fais du DCA, tu vois, donc ça veut dire que tous les mois je mets, exemple, 100 balles sur chacun des ETF que j'ai choisi. Et ben, en faisant ça, je suis gagnant, et on ne parle pas de 4,53%, tu vois. Je te dirai pas la moyenne parce que je ne l'ai pas faite,
j'ai pas fait l'effort de le préparer pour cet épisode, mais je suis dans le vert, je suis dans le vert. Tandis qu'en ce moment, les SCPI, elles sont prises à la gorge. Voilà, donc j'espère que je vais pas me faire striker par les plateformes de vente de parts de SCPI, parce que après cet épisode, elles vont m'en vouloir. Mais en même temps, si elles m'en veulent, est-ce que c'est pas un peu leur faute, tu vois? Dans le sens, sont-ils les meilleurs pour acheter au bon prix ces biens immobiliers? Tu vois, quelle méthode ils utilisent? Ça, c'est un sujet qu'on a discuté avec Timothée Moirou. D'ailleurs, tu sais, les fameux fonds en SCPI qui rachètent les parcs des propriétaires bailleurs, les particuliers ou même les petites foncières, les petits propriétaires bailleurs qui ont plusieurs millions d'immobilier, qui ont genre 4-5 millions. Bah, des fois, c'est les foncières qui se rapprochent de toi. Et leur méthode de calcul à eux, c'est de se dire, OK, nous, on rachète à hauteur d'une rentabilité à 6-7%, ce qui nous permet, une fois les frais de gestion défalqués, de proposer un rendement à à nos clients finaux, de leur proposer comme je te l'ai dit tout à l'heure, du 4,58 ou voire même du 5%. Tu vois. Mais j'en entends, sur BFM Business, j'en entends qui se targuent de 5%, tu vois, en SCPI. Et moi, je me dis, mais putain, mais c'est vraiment. C'est c'est du pipeau, quoi. C'est du violoncelle, en fait, l'histoire. Et pour ceux qui font de l'immobilier locatif à haut rendement, j'ai envie de l'appeler comme ça, même si aujourd'hui je sais plus trop ce que ça veut dire parce que on n'est jamais à l'abri d'une grosse tuile qui nous oblige à sortir de l'argent et du coup ton rendement il est bouffé, tu vois. Euh, bon, j'en parlerai sur un autre épisode, mais ça m'est arrivé récemment de sortir une grosse somme d'argent alors que je m'y attendais pas du tout, tu vois. Et c'était pas prévu, j'avais pas de crédit travaux pour ça, donc du coup ça sort de ma poche. Donc l'argent, je l'avais, pas de souci. Mais par contre, comment dire, est-ce que si on devait parler de rendement euh, net sur l'année, est-ce que j'ai gagné de l'argent? Bah non, que dalle, tu vois, que dalle. Mais bon, bref, l'immobilier en rendement, c'est quand même l'immobilier avec un acte de propriété, celui que tu achètes toi, sur lequel tu peux décider, est-ce que je me fais de la colocation, est-ce que je fais de la LCD, est-ce que je mets en meublé ou en nu dans une SCI aussi, c'est pas mal. Tu vois, tu te fais des SCI, tu as très peu de choses à gérer, t'as pas de meubles, juste un coup de peinture et ça repart, tu vois, c'est pas mal. Et les 6-7%, c'est easy money, tu vois, tu les fais quand tu veux. Donc en fait, les SCPI, c'est ça que je leur reproche. C'est qu'elles vont voir un gars, par exemple, c'est ce que Timothée nous expliquait, qui a accumulé 5 millions d'immobilier, donc dans des immeubles, et lui, il a un rendement sur sa foncière qui est aux alentours de 14-15%, parce qu'il a acheté des taudis qu'il a rénovés, et puis des fois il a acheté des trucs un peu plus patrimoniaux qui sont moins rentables, peut-être à 9-10%, mais en fait, quand tu lises tout ça, bah, tu as une belle rentabilité bien sexy entre 13 et 15%. Franchement, c'est pas rare hein, en province. Hein. Évidemment, si tu m'écoutes de Paris, de Nice ou de Bordeaux, tu vas halluciner, mais voilà, t'as juste à choper le bon coin et regarde un peu en province ce qui se fait dans les villes de entre 10 et 60 000 habitants. Et tu vas voir qu'il y a un marché, il y a un vrai marché. Et donc voilà, eux ils viennent, ils te disent ça, toi t'es rentable à 14 points. Mais attends, mais si le mec il te dit moi je te rachète à hauteur de 6-7 points, mais t'es royal, ça veut dire que tu fais x2 sur ton investissement. Tu vois ce que je veux te dire? Si toi t'as acheté 100K le bien et qui te rapporte euh, je sais pas moi, 14 points, et que la foncière, elle arrive, la SCPI, pardon, elle te dit, bah, moi je te rachète dans un ensemble, et je te rachète au prix de, voilà, il faut que ça me fasse 7% et c'est nickel, ça veut dire que tu peux revendre peut-être 180 ou 200 000, alors que tu l'as payé 100 000. Tu vois l'idée? Donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, et c'est pour ça que je trouve que c'est pas les meilleurs, avec leur méthode de calcul, leur méthode pour acquérir de l'immobilier, parce qu'il en faut hein, pour faire des milliards hein, quand même. Hein. Il en faut, hein. Faut en acheter. Hein. Donc je te dis, c'est un panier à crabes. Et tu mets tout là-dedans. Puis après, tu vois dans le panier de crabes lequel a survécu. Tu vois? Quel actif est pas trop pourri. Voilà. Donc je sais pas. Je me pose des questions comme par exemple, comment vont-ils anticiper les travaux? Tu vois? Les travaux, notamment les travaux de rénovation énergétique. Là, on a une nouvelle. Ça, c'est peut-être un des tiroirs qu'il faudrait ouvrir dans cette fameuse crise des SCPI. Est-ce que le fameux nouveau DPE, en tout cas je parle pour les actifs qui sont basés en France, mais partout en Europe parce que c'est une directive européenne de toute manière, mais pour ces actifs-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi
la petite rénovation énergétique qui va bien et qui du coup fait que bah, il y a des locaux qui sont plus loués, tu vois. Peut-être que pour les anciens bâtiments, bah, le coût de la rénovation, même pour des locaux commerciaux, bah, il est trop élevé pour des locataires. Donc du coup, les locataires, ils se positionnent pas parce qu'ils se disent que s'ils rentrent à l'intérieur et qu'ils font pas de travaux, bah, ça va leur coûter une blinde en gaz et en électricité pour faire tourner leur business, tout en sachant qu'il n'y a pas de bouclier pour les pros, hein. Eux, quand ils payent le gaz et l'électricité, c'est plein pot. Et Dieu sait le nombre de boulangeries là, et de petits artisans qui ont mis la clé sous la porte juste à cause de ça. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une vérité. C'est une vérité de terrain. Et puis, si jamais ils veulent le prendre, et tout de suite, il faut qu'ils fassent un crédit à la banque pour isoler l'endroit, tu vois, ou pour changer le système de chauffage. Donc, en fait, dans les deux cas, moi, je me pose la question, comment ils font pour anticiper la rénovation énergétique par exemple, pour Amundi, de leurs 9 milliards d'euros d'actifs. Bon, évidemment, tout n'est pas à rénover. Alors, une partie, quand même, est à rénover, c'est sûr, c'est certain. Comment ils font pour apporter de la valeur? Quand il y a des biens qui sont en vacances locatives depuis plusieurs mois, c'est quoi la stratégie des SCPI pour venir augmenter la valeur perçue, en tout cas, pour sortir de cette vacance locative? Voilà. J'ai vu que chez Amundi, sur les trois SCPI, tu vois, c'est disponible, ça c'est des infos qui sont sur leur site, hein, c'est disponible à tout le monde. J'ai vu que le taux d'occupation, il est de 53%. Bah, certains diront que c'est bien. Moi, 53%, si on parle de mon parc à moi en résidentiel, je claque des genoux, hein. Ah, je peux te dire que là, à 53%, je claque des genoux. Parce qu'il va y avoir un problème, hein. 53%, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Bon, après, c'est du résidentiel et c'est à toute petite échelle comparé à eux. Mais quand même. Donc voilà. C'est un petit peu ce que je pense. Donc, ma conclusion, c'est que tu pourras pas te payer ton jacuzzi avec le rendement de ta SCPI, ça c'est sûr. Euh, et la deuxième conclusion, c'est si jamais tu veux te diversifier parce que tu es déjà exposé en immobilier avec un acte de propriété, le vrai, celui que tu peux toucher, celui où tu peux te faire mal quand tu tapes dans la pierre, eh ben, diversifie en bourse peut-être. Je sais pas, les ETF c'est bien, hein. C'est bien. Après, il y a d'autres trucs, hein. On met de l'argent dans tout un tas d'autres choses. Récemment, dans les équidés, dans les chevaux de jumping. Mais enfin, voilà, il y a tout un tas de trucs que tu peux faire. Il y a tout un tas de trucs que tu peux faire. Euh, mais les SCPI, ça me semble une fausse bonne idée. Voilà. Tout simplement une fausse bonne idée, du gain petit, un truc compliqué. Pour moi, c'est un peu l'équivalent de la crise des subprimes, tu vois, en 2008, où on t'a fait des fonds, on les a notés AAA+. En fait, c'était un peu un merdier, mais on remettait toujours une bonne note, on mettait beaucoup des actifs un peu pourraves dedans, un peu des trucs un peu bancals. Mais au final, on les notait bien, on leur mettait un beau packaging, un beau ruban, un peu brillant, et on te revendait ça voilà, au prix fort. Voilà un petit peu pour l'épisode du jour. J'ai pas de questions particulières à répondre parce que j'en ai reçu sur l'Instagram du podcast Chronique Immo Podcast sur Instagram, mais on avait déjà répondu à ce type de questions, je crois. Donc je les ai pas sélectionnées. Ah si, je dis des bêtises. J'ai reçu une question de Kevin qui me demande, il me dit, j'ai vu que enfin on a eu une discussion en privé sur Insta en DM, et je parlais de Castorama. Il m'a dit d'ailleurs, je voulais te poser la question depuis longtemps, qu'est-ce que tu penses de la concurrence Castorama, Leroy Merlin? Est-ce que tu crois qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, notamment d'un point de vue économique? Est-ce qu'il vaut mieux aller chez Castorama que Leroy Merlin? Parce que lui, en fait, il se trouve que là, il monte un nouveau projet qui est plus proche d'un Casto, alors qu'avant, il était à côté d'un Leroy Merlin, donc il faisait tout là-bas. Donc c'est une question que j'ai trouvée assez pertinente, et c'est vrai que j'ai failli l'oublier. Donc moi, j'ai répondu qu'en fait, ça a beau être des chaînes, et les prix sont un peu similaires partout en France, c'est jamais vraiment exact parce que ces marques-là, elles ont quand même de la marge de manœuvre sur certains prix et surtout ce qui est bâtiment. Et c'est ça qui va nous intéresser quand on fait des chantiers de rénovation. Tu vois, par exemple, tout ce qui est robinetterie, toilettes, etc., c'est le même prix dans tous les Castos, dans tous les Leroy Merlin de France.
ils achètent en gros, ils sont juste revendeurs en fait, c'est pas eux les fournisseurs. Mais des fois, ils passent, notamment pour le bâtiment, et je pense aux plaques de placo ou aux sacs de map, etc., ou aux de bandes, des joints, etc., pour le lissage, les enduits. Là, c'est différent, parce que du coup, ils vont pouvoir travailler avec le fournisseur le plus proche de chez eux. Et en fait, tout va dépendre du coût, du prix du fournisseur et du prix du transport pour ce genre d'achat. Et donc, du coup, si jamais tu as la chance d'être, je sais pas, tu prends un Casto ou un Leroy Merlin qui est à côté de l'usine de production Lafarge pour le plâtre, bon, bah là, t'es nickel, parce que tu sais que c'est à côté, donc le coût de transport va être moindre, et que c'est les numéros un français. Donc ça veut dire que le coût au kilo, il sera moins important. Voilà. Je te dis peut-être une connerie là, mais c'est un exemple que je te prends. Et du coup, moi, je me suis rendu compte que d'un casto à l'autre, suivant le département, bah, tu vas pas avoir les mêmes prix sur les plaques de plâtre. Tu vois? Avant, tu avais des plaques à 6,32 dans un casto, et le casto du département d'à côté, elles étaient à 7,50. Donc tu vois, direct sur un chantier où tu as plusieurs appartements, bah, ça fait la différence. Bon, c'est pas énorme, mais ça fait quand même la différence. Tu multiplies ça par le nombre de matériaux sur lesquels il y a une différence de coût. Voilà. Euh, donc en fait, c'est pas vraiment est-ce que Casto et Leroy Merlin, est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Je pense que vraiment, euh, ça va dépendre de là où tu es. Donc moi, je te dirais l'astuce, c'est va à celui qui te coûte le moins cher en carburant. Tout simplement. Tout simplement parce que toi, ton chantier, il est à proximité de l'un ou l'autre. Et peut-être que si tu fais l'autre parce que le coût des matériaux est moins cher, mais il sera moins cher que de quelques centimes. Et en fait, la problématique à ça, c'est que toi, tu vas aller cramer plus de carburant et surtout, c'est plus loin. Donc, ça va te prendre plus de temps. Donc, plus de temps, plus de carburant. Vu le coût du carburant aujourd'hui, bah, je te conseille d'aller là où c'est le plus proche, tout simplement. Tu vois, dernièrement, nous, on a fait un immeuble avec mon associé. On est dans une campagne. Le seul truc à proximité, c'est un brico-marché. Bon, pour la plupart des trucs, c'est plus cher que n'importe où ailleurs. Mais je préfère passer par eux, parce que d'une part, je suis à côté, du coup, je peux être très réactif, et en plus de ça, ben, ça fait travailler l'économie du village en question. Et en plus de ça, si je devais passer par le Castorama le plus proche, qui est à quelque chose comme 60 km, bah, eux, leur livraison hors secteur, ça c'est considéré hors secteur, c'est quelque chose comme 380 euros. Donc au final, je suis pas gagnant, tu vois. Je suis pas du tout gagnant. Autant que j'aille faire bosser l'entreprise à proximité. Voilà, donc c'est une question. J'ai répondu à une question très nichée, là, une question très travaux, mais tu le sais, ça me tient à cœur. Moi, j'aime beaucoup toutes ces questions autour des travaux, l'organisation d'un chantier, les livraisons de matériaux, etc. Et j'en ai fait un petit peu mon domaine de compétences plus. Je me suis focus là-dessus. D'ailleurs, si tu es intéressé par le coût des matériaux et le coût d'une rénovation pour un appartement donné, ou une maison, ou quoi que ce soit, donc par exemple, si tu as un nouveau chantier et que tu fais des visites et que tu veux savoir combien ça va te coûter rapidement, bah, tu peux télécharger en description mon tableau estimation, travaux et meubles. J'ai aussi inclus les meubles maintenant avec notamment des liens directs qui t'amènent sur la page du site en question. Pour les cuisines, c'est bah, ça peut aider en tout cas, hein, ça te permet de gagner du temps. Bah, tu peux le télécharger, c'est gratuit, c'est juste pour que tu puisses avoir un tableau qui est déjà prêt, c'est celui que j'utilise. Je suis en train de le faire modifier en ce moment là par un prestataire qui va le pimper un peu pour qu'il soit plus joli avec des graphiques notamment pour vous donner aussi un côté visuel au coût suivant les postes de dépenses. Donc voilà, vous m'en direz des nouvelles quand il sera en ligne. Euh, Ma reco de la semaine. Reco de la semaine, c'est un podcast, une fois des pas coutumes, un podcast que mon associé Marine m'a fait découvrir. Tout simplement, elle m'a fait découvrir ce podcast que je trouve génial pour nourrir d'une part ma courbe d'apprentissage, mais aussi ma curiosité. J'avoue que là, je suis très interloqué par ce podcast qui est génial. C'est des épisodes assez courts, 10-20 minutes maximum. Ça s'appelle Histoire vraie, les notaires vous racontent. Et franchement, c'est un délire. C'est un délire. Vas-y, va écouter, tu vas voir. Il y a souvent des histoires d'immobilier, il y a des histoires de succession, des histoires de trésors cachés dans les familles, c'est incroyable ce que vivent les notaires. C'est vraiment un métier particulier, notaire, hein. Moi, j'aime beaucoup ce métier. C'est un peu un chercheur de trésors, mais sans avoir besoin de se déplacer du bureau, tu vois.
C'est un peu un chercheur de trésors à l'écoute de ses clients et des fois il permet de faire des choses assez chouettes. Donc histoire vraie, les notaires vous racontent. Donc ça c'est ma reco de la semaine. N'hésite pas à aller écouter et puis n'hésite pas à mettre une note 5 étoiles si jamais ce podcast t'a plu. Quant à moi, ben, je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.